Salut à tous! Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je me suis fait happer par la machine à blockbusters qu'est Marvel, et c'est donc tout naturellement que je suis allée voir Avengers Endgame au cinéma. Et c'était super cool, avec plein d'actions, d'émotions, et plein de valeurs très positives, parfois amenées avec la subtilité d'un éléphant en tutu. Mais en même temps, quand on se plonge un petit peu dans l'histoire des comics, quand on contemple d'où ils viennent, eh bah c'est pas si étonnant que ça en fait. Et oui, les comics à la base, c'est une forme d'art populaire faisant office d'outil de propagande quand même. Pour rappel, les premiers comics remontent à 1939 avec Superman qui lutte contre les tensions internationales de son temps, et plus tard avec Captain America qui affronte courageusement les nazis, puis les communistes. Arrêtons-nous un instant sur cette couverture de comics Marvel. Le capitaine y est qualifié de Commie Smasher, d'écraseur à coco en gros. Lui, il représente les États-Unis, dont il porte les couleurs, et se tient même sur un petit monticule qui incarne la patrie américaine, son sol. De son côté, le très vilain pas beau Electro, son antagoniste, arbore fièrement la faucille et le marteau, tandis qu'une horde de soldats communistes, reconnaissables à leur étoile rouge, tire sur notre héros et son fidèle ami Bucky. Quel suspense! Ou pas, puisque la couverture nous annonce quand même qu'on va voir Captain America vaincre les hordes communistes. Spoiler! La composition de la couverture elle-même répond bien au code de la propagande comme on les verra plus tard. Son objectif principal, c'est d'être lisible, pour que même le gosse de 10 ans lambda comprenne le message. Les États-Unis, c'est bien, le communisme, c'est mal. Ça fonctionne grâce à des lignes de force peu nombreuses et un découpage de premier plan arrière-plan très simple. Rien ne doit distraire du message, aussi le fond reste-t-il uni. Et on va le voir, les comics états-uniens ne sont pas les seuls à utiliser ce genre de procédé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir comment l'art peut être utilisé comme outil de propagande, posons-nous une question de fond. Est-ce que l'art peut faire office de propagande? Est-ce que l'art peut être, en fait, politique? À cette question, somme toute très philosophique, je vous propose une réponse philosophique. Pour des grosses têtes comme celle de Kant, l'art est une fin en soi, et ne peut pas s'amuser à défendre d'autres causes que lui-même. L'art serait donc au service d'un plaisir désintéressé, tandis que le politique, lui, renvoie à l'exercice du pouvoir et à la promotion d'une action idéologique. Comment la contemplation désintéressée pourrait-elle servir une cause idéologique? Pour Kant, elle ne le peut pas, car cela reviendrait à rabaisser l'art au statut d'instrument et le dénaturer au point de lui retirer ses deux caractéristiques principales, sa liberté et son autonomie. Sauf que cette notion d'autonomie, cette notion de l'art ne se préoccupe que d'art, elle a été remise en question, et ce bien avant Kant. Platon, par exemple, considère que l'art peut conforter, ou mieux encore, déconstruire un ordre social institué. Et ce cher Platon me permet d'entrer dans le vif du sujet, avec des artistes qui ont voulu mettre leur art au service d'une idéologie avant que cela ne tourne au totalitarisme et à la propagande. Je parle bien sûr de l'art soviétique. En effet, au lendemain de la Révolution d'Octobre, certains artistes pensent que c'est le moment pour se radicaliser et pour rompre avec la traditionnelle autonomie de l'œuvre d'art. Non mais c'est genre l'anti-Kant. Ils veulent que leur art participe à la construction d'un nouveau mode de vie, suivant l'injonction de Marx. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut désormais le réformer. Encore un qui devait pas trop kiffer Kant, décidément. L'art doit donc quitter les lieux d'art afin de se répandre partout, à commencer par la rue, pour participer à la transformation du mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'art de la production, et il va se manifester concrètement dès les années 1920, notamment avec les constructivistes. Ces derniers font descendre l'art de son piédestal, en utilisant des matériaux industriels, en s'ouvrant à l'espace social, et en abandonnant les formes classiques de l'art, le monochrome d'Alexandre Rodchenko étant alors considéré comme le dernier tableau. L'art doit devenir, du début à la fin, utilitaire, dit Boris Arvatov. Et tant qu'à faire, autant que ce soit utile à l'idéologie communiste. Sauf que cette joyeuse période de liberté artistique ne va durer grosso modo que 4 ans, et puis paf! Rideau de fer. Les artistes se retrouvent fliqués, certains sont taxés de conformisme, et les recherches stylistiques, surtout si elles tendent vers l'abstraction, sont considérées comme de la décadence bourgeoise, comme de l'art dégénéré et inutile. L'État stalinien, lui, veut revenir à la figuration classique façon 19e, mais au service des images révolutionnaires. Et vas-y qu'on peint un petit travailleur bien heureux dans son usine, et vas-y qu'on dessine un paysan fier de nourrir son pays. Ah, qu'il fait bon vivre au pays des soviets. Les sales rouges. Ce style, il s'appelle le réalisme socialiste et il est majoritairement constitué de commandes émanant de l'État.
On y retrouve des peintures d'assemblées, de débats, de manifestations qui représentent le Soviet suprême, puis tout simplement les leaders de l'URSS, et puis pour finir, juste Staline, toujours en grand format bien entendu. Bah ouais, c'est normal, je veux dire, faut bien abreuver le culte de la personnalité enflée du bonhomme. Et quand je dis que la liberté artistique a disparu, c'est que genre tout est codifié dans le réalisme socialiste. Les positions, les physiques avantageux, les personnages qui doivent incarner l'idéal russe, et jusqu'aux faux événements symboliques qui sont là pour glorifier le communisme. Cet art, qui se prétend au service du peuple, est en fait pensé pour lui transmettre un message clair, sans ambiguïté possible. Le stalinisme c'est génial, l'URSS c'est le paradis, et qu'est-ce que vous avez comme bol de vivre ici les gars? Et vas-y qu'on entre dans l'emphase, et dans l'idéalisation, et on en met des couches, et puis tant pis si ça nuit à toute richesse plastique. Un bon exemple de ce style et du message qu'il cherche à faire passer, c'est le métro de Moscou. C'est le paroxysme du style stalinien, avec ses références au classicisme, ses statues en bronze, ses marbres, colonnes et dorures. Tout y est pensé pour vanter l'image que l'URSS veut donner d'elle, le visage d'une nation puissante et prospère. Staline va faire usage de nombreuses formes d'art afin de légitimer son pouvoir, en particulier la photographie, comme ce célèbre drapeau rouge sur le Reichstag, qui est tout sauf un cliché spontané entre nous, et l'art de l'affiche. Si on s'attarde un peu sur cette affiche du 17e congrès du Parti communiste en 1934, on peut déjà repérer beaucoup d'éléments de la rhétorique stalinienne. Déjà, Staline va n'avoir de cesse d'utiliser le personnage de Lénine, afin de s'en prétendre le digne représentant, et donc le porteur des valeurs de la révolution de 1917. Dans cette affiche, il prétend carrément que son action est dans la continuité de celle de Lénine, en juxtaposant les dates de la révolution bolchevique et celle du 17e congrès. La foule scande d'ailleurs à la fois « Vive l'invincible parti de Lénine » et « Vive le grand guide de la révolution prolétarienne mondiale, le camarade Staline ». Subtil. Staline nous montre ainsi que « Oh oui, il a le soutien du peuple, donc je veux dire arrêtez de vous poser des questions. Vous êtes d'accord avec lui ?» D'ailleurs, voyez comme il se représente, en capitaine de navire, un timonier qui va mener l'URSS à la conquête du monde. Bien sûr, dans le champ des arts, la politique de Staline va avoir des conséquences très néfastes, puisqu'elle va notamment tuer dans l'œuf l'émergence des avant-gardes comme le constructivisme. Mais il y en a un autre qui fait très fort niveau bridage d'artistes, et vous l'avez tous vu venir, c'est Hitler. Il faut que le national-socialisme devienne un jour la religion d'État des Allemands. C'est pas Hitler qui a dit ça, non, c'est son ministre de l'éducation et de la propagande, le redoutablement efficace Joseph Goebbels. Pourtant, Goebbels, il n'a quasiment rien inventé. En fait, il a quasiment tout pompé aux techniques mercantiles et à la publicité commerciale de l'époque. Son livre de chevet, c'est Propaganda, écrit en 1928 par Edward Bernays, un neveu de Papy Freud pour l'anecdote, la bible des publicitaires et des politiques américains. Il y est notamment expliqué comment, et je cite, « contrôler et régenter les masses conformément à notre volonté sans qu'elles en aient conscience ». Imagine, t'es un dictateur et on te propose ça. Le pied? Bref, Goebbels retient deux grandes leçons de toute cette histoire. 1. Il faut simplifier les slogans, et 2. Il faut répéter les slogans. Oui, c'est du lavage de cerveau, mais l'histoire nous a malheureusement montré que ça a pas trop mal marché. Bref, tout comme chez Staline, le régime nazi va s'assurer que les arts plastiques suivent bien la tendance. Goebbels donne le ton. L'art allemand de la prochaine décennie sera héroïque. Il sera d'un romantisme d'acier. Il sera objectif et exempt de sentimentalisme. Il sera national, gorgé de pathos, impératif, ou il ne sera pas. Du coup, comme en URSS, ça barde un peu pour les avant-gardes. Ainsi, en 1937, sont inaugurées à Munich deux expositions. La première s'intitule La Maison de l'art allemand, et elle célèbre tout ce que l'art nazi a pu produire d'œuvres mièvres. Paysages ruraux, familles de paysans plus blonds que blonds, soldats d'un héroïsme tellement inspiré que Captain America en serait presque jaloux, bref, tout pour exciter l'idéal nazi. Pendant ce temps-là, à l'Institut d'archéologie est organisée une deuxième exposition, consacrée celle-ci à l'art dit dégénéré, comprenez tout ce qui ne correspond pas à l'idéal nazi. On y trouve 650 peintures, sculptures et dessins réquisitionnés dans les musées du pays et qui présentent une liberté formelle et des choix de thèmes à en faire tressaillir la moustache du Führer. C'est que, pour les nazis, la création est dans son essence une remise en cause de l'ordre établi. Ainsi, ils mettent au ban tout l'art moderne tel qu'il se développe alors, écrémant Van Gogh, Picasso, Cézanne et consorts.
Cette exposition avait pour but de mettre toutes ces formes d'art au pilori afin de mieux vanter les vertus du conformisme de l'art de l'autre exposition. D'ailleurs, toute la scénographie allait dans ce sens. Sur les murs, on retrouvait par exemple les condamnations d'Hitler et on s'était aussi assuré d'afficher le prix de chaque œuvre pour qu'un public déjà éprouvé par la crise économique puisse s'écrier « Mais quoi, 500 marks pour cette croûte, vous foutez de ma gueule, je vais pas payer ça !» Toute ressemblance avec une rhétorique plus actuelle serait purement fortuite. Concernant le langage plastique de la propagande hitlérienne, là où il va faire très fort, c'est dans l'utilisation de la photographie, médium traditionnellement utilisé pour enregistrer les traces d'un événement et donc associé, dans l'imaginaire collectif de l'époque du moins, à une certaine objectivité. Ainsi, quand Hitler la détourne pour en faire un monument à sa gloire, beaucoup n'y voient que du feu. Si la photo le montre en champion de l'Allemagne, c'est ce qu'il est, puisque la photo, elle ment pas. Or, la photographie de propagande, elle est extrêmement mise en scène, comme celle d'Hitler et des SA à la Maison Brune de Munich en 1932. Admirez ces militants assemblés en une masse compacte, leurs regards admiratifs tournés vers Hitler, isolés au premier plan, mystifiés par un effet de contre-plongée, sans parler de la légende qui accompagne l'image, comme leurs yeux brillent lorsque le Führer est près d'eux. Subtil, à nouveau. Le but de cette image est limpide, il s'agit de communiquer aux masses la même exaltation qui semble animer CSA. Mais ce ne sont là que quelques-uns des visages de la propagande en art. En fait, on la retrouve dans beaucoup de cultures et à beaucoup d'époques différentes. Durant l'ère Meiji, l'artiste japonais Kobayashi Kyoshiba produit des estampes de guerre de propagande, ou sensoe, qui mettent en scène de manière partisane l'armée japonaise et affichent un nationalisme exacerbé en se moquant des adversaires chinois. En France, les rois de Louis XIII à Louis XVIII vont utiliser l'image d'Henri IV, roi très aimé, pour légitimer leur pouvoir, en se disant leurs dignes héritiers, un peu comme Staline se prétendait celui de Lénine. Et quand on y pense, on peut même voir dans tout un pan de la peinture chrétienne une certaine forme de propagande religieuse en fait. Mais je m'éloigne un peu du sujet déjà. Et c'est sur cette magnifique ouverture, ouais, t'as vu comment j'ai fait trop plein de dissertations et je finis ma conclusion avec une ouverture, je m'épate moi-même. Donc c'est sur cette magnifique ouverture que s'achève ce petit retour sur les liens entre art et propagande. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.